Pour moi, Cannes représente un des plus grands festivals au monde de cinéma. Le chef-d'œuvre, comment vous connaissez mon nom? J'ai vu le début du film. C'est un scandale! Un scandale! Nous déclarons ouvert le 70e Festival de Cannes. Salut à tous, c'est David Honora et c'est le 4e épisode de Séance Radio spécial Cannes avec nos ciné. Retrouvez-nous ici toute la quinzaine sur séanceradio.com et le réseau Binge Audio. Et aujourd'hui, je suis avec deux habitués du podcast MDR. Pourquoi le podcast MDR? Parce qu'on va parler comédie. On va parler du film de Michel Hazanavicius sur Jean-Luc Godard et puis ensuite d'un autre grand génie du rire, Michael Haneke. Et donc j'ai avec moi Daniel Andreev. Salut Daniel. Salut David. Place à la rigolade cannoise. Et puis Hugo Alexandre en pleine forme. Salut David. On va commencer donc par le film de Michel Hazanavicius qui donc s'appelle Le Redoutable et qui raconte un épisode de la vie du réalisateur, du cinéaste Jean-Luc Godard, qui est ici interprété par Louis Garrel, et on le retrouve dans les années qui entourent mai 68, et l'histoire est adaptée du livre Une année studieuse d'Anne Wiazemski, l'actrice qui était sa compagne à l'époque et qui est jouée ici par Stacey Martin. Et du coup, Michel Hazanavicius traite le sujet avec un petit peu de fantaisie et à la manière d'un pastiche qui peut presque rappeler OSS 117. Qu'est-ce que tu en as pensé, Hugo ? Moi, je vais le dire tout de suite, j'ai détesté ce film. Ah, quand même. Ouais. Pour tous les aspects de ce film, je déteste l'aspect biopic à l'identique, c'est-à-dire tu prends Louis Garrel qui déjà ressemble pas du tout à Jean-Luc Godard, mais tu vas quand même chercher à le faire ressembler à Jean-Luc Godard, donc en lui faisant une espèce de tonsure, et puis il prend son accent, son chuintement, il chante. Il s'est fait greffer un petit cheveu sur la langue. Et puis il chante toutes les lettres de l'alphabet, quoi. Moi je préfère les biopics qui sont des biopics un peu comme Maestro par exemple, qui n'était pas vraiment un biopic, mais qui évoquait Éric Rohmer. Et c'était Michael Lonsdale qui jouait Éric Rohmer, et ils avaient fait aucun effort pour qu'il ressemble à Éric Rohmer. Et en fait, du coup, moi, dans Le Redoutable, j'ai pensé pendant tout le film à Louis Garrel faisant une prestation, et je suis jamais rentré dans le personnage de Jean-Luc Godard. Et il y a l'autre aspect qui est l'aspect pastiche, et je vois pas du tout l'utilité de parler de Jean-Luc Godard en faisant du Jean-Luc Godard. En fait, je comprends pas du tout ce point de vue-là, et ça m'a rappelé un autre film de la compétition cette année, Wonderstruck, où à un moment on parle d'un personnage des années 20, et le film c'est tourné en muet en fait, et en fait pareil dans ce film-là ça avait aucune utilité, je comprenais pas. C'est ce genre de truc qui me sort du film, parce que je sens le cinéaste derrière qui a envie de faire son petit hommage au cinéma, un peu comme Yann Moix avec Cinéman, quoi. Et qui fait n'importe quoi. On en est carrément là. Et moi, tout de suite les références. Ça a été aussi désagréable pour moi que Cinéman, quoi. Daniel. Bah écoute, c'est vrai que tu as complètement raison, c'est un pastiche, et c'est un pastiche qui ne peut fonctionner que si formellement Hazanavicius, il a utilisé des styles propres à Godard. Il y a des slogans qui sont insérés tout le temps au cours du film. Il y a le sous-titrage qui a été le sous-titrage décalé, qui est aussi un système de narration. Il y a si je me souviens bien, il y a énormément de plans sur l'actrice complètement dévêtue, c'est des références, tout ça, à Godard. Et donc je me suis posé quelle est l'accessibilité de ce film. Et en fait, je pense qu'il faut connaître un tout petit peu Godard, mais sans être un véritable otaku, sans être un maniaque de Godard pour essayer d'y trouver un quelconque intérêt. Et en fait, le problème, c'est que, comme tu disais un peu Hugo, c'est que c'est quand même anecdotique le sujet. C'est ça le paradoxe, c'est que c'est un passage hyper intéressant de sa vie. C'est le passage où il est un génie, il est reconnu comme un génie, tout le monde l'interpelle pour lui dire « Ah putain, le mépris c'était mortel, c'est quand que vous refaites des films comme ça ?» Et lui, il en a ras-le-bol d'être une icône, donc c'est sa crise de la quarantaine. Et c'est à la fois passionnant, et c'est traité de manière assez désinvolte. Et tu disais, pour parler de l'acteur, de Garrel, le paradoxe, c'est que je trouve qu'il retranscrit vraiment bien, et je pense que c'est l'acteur rêvé pour retranscrire l'aspect narcissique et imbuvable de Godard, en fait, puisque je pense que vraiment il y a une espèce de
de match-up vraiment. Ouais, mais du coup, ils auraient pu faire un film sur un cinéaste narcissique sans forcément citer Godard et faire des références si appuyées. Et ça aurait beaucoup mieux marché, je pense. Et là, en fait, il faut dire que c'est une adaptation d'un livre de Anne Wiazemski, donc qui a été la compagne de Godard dans les questions dans le film. Et en fait, ça fait un peu une espèce de compilation d'anecdotes, en fait. Et moi, je trouve que ça manque beaucoup de liant, ce film. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de narration et le boulot d'adaptation a pas été fait, moi, selon moi. Moi, je trouve que c'est un film qui a le problème d'avoir le cul entre deux chaises, voire entre 3 ou 4 chaises, notamment parce que, en fait, je vois bien Michel Hazanavicius lui-même se reconnaître dans Godard à ce moment-là de sa vie, et notamment toutes les séquences où on voit des gens relous venir vers lui en disant quand est-ce que vous allez refaire des films comme ça, des films marrants, faites-nous OSS. Ouais, voilà, et ce passage de vouloir aller vers un cinéma plus sérieux, plus politique, c'est vraiment quelque chose auquel doit s'identifier Michel Hazanavicius, qui, on le rappelle, un mec qui a fait le film culte La Classe américaine, et donc qui a toute une troupe de fans là-dessus, puis les OSS 117 qui ont fait son succès, puis Vie Artiste qui a été un peu un film à mon avis bascule, puisque en recevant l'Oscar il a sans doute avait un petit côté parodique quand même, hein, qui était déjà aussi dans le pastiche et dans le côté méta, etc. Mais en tout cas, à partir de là, je pense que Michel Hazanavicius a dû vouloir commencer à se prendre un petit peu plus au sérieux. Il a aussi, comme le personnage de Godard dans le film, un peu vieilli, il a eu des enfants, et son dernier film avant Le Redoutable, qui était déjà à Cannes, s'appelait The Search, et c'était un film a priori sérieux, même si on pouvait encore y trouver des éléments de pastiche, mais c'était un film plutôt sérieux, enfin plutôt très sérieux, voire plombant, sur la guerre de Tchétchénie. Donc, je veux dire, là, il y avait déjà eu un moment de virage. Et en fait, moi, ce qui me gêne, c'est que à la fois, il essaye d'aller vers quelque chose de plus sérieux, et en même temps, il peut pas s'empêcher de garder un peu ce côté comique qui est hors surface, avec des running gags, c'est-à-dire par exemple il passe son temps qui se cassent, à casser ses lunettes, ou des petits côtés un peu méta. Par exemple, il y a une scène où les deux personnages sont au cinéma et regardent Jeanne d'Arc de Dreyer, et leur conversation au bout d'un moment se superpose au plan du film, et recrée un doublage justement un peu comme dans La Classe américaine. Et en fait, ce qui me gêne, c'est que du coup, l'hommage que rend Hazanavicius à Godard va dans le même sens que ce qui reproche en fait aux gens qui harcèlent Godard avec ses films des débuts. C'est-à-dire que effectivement, tout le côté pastiche et toute l'esthétique de Jean-Luc Godard qui est utilisée dans le film, c'est l'esthétique de ses premiers films. C'est l'esthétique de Une femme est une femme, de Pierrot le Fou, du Mépris, d'une femme mariée, et des éléments de mise en scène qui sont détournés pour finalement pas tellement servir le propos, mais en tout cas donner un emballage. C'est des clins d'œil, et il faut le dire, la salle riait parce qu'en plus il y avait des blagues sur Cannes. C'est rare les films qui parlent de Cannes à Cannes précisément, et vraiment on est dans le métafilm projet. Et moi, en fait, à ce niveau d'anecdote, ça m'a rappelé, c'est un peu le Shakespeare in Love de Godard, en fait, puisque c'est un moment de sa vie, c'est un moment presque délicieux, parce qu'on le voit quand même amoureux, on le voit avec une belle femme, enfin, il y a vraiment quelque chose de très sucré, et plus français, ça m'a rappelé Molière, en fait, avec... qui est une manière de faire un best-of en fait. Voilà, et c'est ça qui est un peu bizarre, c'est que quand tu entends les paroles du film, tu peux les reconnaître, tu peux les replacer dans son œuvre et dans ce qu'il va devenir en fait. Et à chaque fois, c'est des espèces de clins d'œil envoyés au public, du genre vous connaissez ça, il y a un petit truc qui te rappelle Godard, et bah tu le retrouves un peu dans le film. Du coup, ça donne un petit côté patchwork. En fait, le vrai problème d'Hazanavicius, c'est que, enfin, je pense que c'est un comique en fait, Hazanavicius, et j'ai l'impression qu'il a pas envie ou plus envie de faire des comédies, mais il peut pas s'empêcher de faire des comédies, et il a dit lui-même en conférence de presse que s'il voulait adapter ce livre, c'est parce qu'il l'a trouvé marrant, je cite texto le mot qu'il a utilisé. Et en fait, il veut faire un film marrant, mais quand même un film qui puisse être sélectionné à Cannes, qui soit quand même haut de gamme entre guillemets. Or, OSS 117, c'est un film haut de gamme, mais une pure comédie, quoi. Ouais, en fait le fond du problème, c'est que le sujet du film
est pas du tout un sujet comique. C'est-à-dire que c'est ce que décrivait Daniel tout à l'heure. C'est l'histoire d'un mec qui effectivement fait sa crise de la quarantaine et s'est marié avec une femme qui est amoureuse du génie qu'il était, en tout cas de ce qu'il représentait. Elle est amoureuse de l'icône et lui veut brûler l'icône. Et dès le début, il dit Godard est mort, quoi. Voilà, et c'est quelque chose en fait qui pourrait être traité de manière très grave, de manière assez subtile. Et en fait, comme il veut traiter ce sujet, mais qu'il veut que ça soit assez léger et marrant, il le recouvre de gags qui sont anecdotiques. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de vraie scène de comédie avec une tension comique élaborée et le personnage qui se retrouve dans une situation et on sent le rire venir. C'est un petit ricanement superficiel qui presque dessert le film. Et qui est presque plombé par d'autres scènes. Par exemple, il y a cette scène de faculté où il va à la fac et où il dit tous les juifs sont nazis. Et enfin, un truc genre les juifs sont les nazis, quoi, littéralement. Sont les nazis d'aujourd'hui. Voilà, et c'est vraiment une espèce de... C'est dramatique et pourtant le sujet est intéressant. C'est vraiment Godard au moment où il fait son mic drop, en fait, littéralement, où il se détruit créativement. Il y a cette scène d'ailleurs, à un moment où il lâche le micro littéralement, c'est un mic drop. Et ça aurait pu être vraiment, vraiment génial. Et il y a un truc, il y a peut-être la romance aussi qui prend le parti. Évidemment, c'est une adaptation de bouquin, donc du coup, est-ce qu'il se repose pas trop sur la romance? Est-ce qu'il aurait pas pu être... Mais le personnage de Wieziemski est pas beaucoup mis en avant, je trouve, pour une adaptation d'un livre qu'elle a écrit elle-même. Je trouve étonnant que... Ce qui est un autre problème du film, d'ailleurs, puisque au début, ça commence sur une voix off du personnage de Godard qui dit que c'est Anne Wieziemski qui va porter le récit, et ensuite on l'entend elle en voix off. Et en fait, dans la réalité du film, à quelques exceptions près, c'est pas du tout elle qui porte le récit, quoi. Il y a un moment, à mon avis, un bon passage et une bonne idée qui est justement la manière dont est représenté ce qui s'est passé au Festival de Cannes 1968 et du coup l'annulation du festival sous la pression des cinéastes dont Godard, Truffaut et compagnie. Il fait le choix en fait de raconter ce passage sans être à Cannes et en étant dans une autre maison. Du point de vue du point de vue d'Anne. On l'entend à la radio. Et plutôt bien pensé et bien traité. C'est vrai. Voilà, on a fait pas la palme. On a fait un peu le tour, donc a priori c'est pas Nos-Ciné en tout cas qui donnera la palme au Redoutable. Mais voilà, donc du coup on va passer, comme je disais en introduction, à quelque chose d'encore plus drôle en fait, quelque chose qui relève vraiment du fou rire permanent. Le pitre, quoi. De la grosse déconne. Restez avec nous. Un gros loller. Michael Haneke. Et donc je vous avais dit dans le premier épisode de ce podcast, qu'on s'attendait peut-être à voir le à bras ouverts de Michael Haneke parce que peu d'éléments du pitch. J'étais vraiment curieux de voir ça. Peu d'éléments du pitch avaient filtré. Bon, je vous avoue que je me suis un petit peu trompé. Et je vais vous lire le synopsis officiel qui est très bien. Et donc c'est entre guillemets tout autour le monde et nous au milieu aveugles. Instantané d'une famille bourgeoise européenne. Voilà. Je crois qu'on ne pouvait pas mieux résumer. Ça donne moins envie, je pense. Et donc, effectivement, attendez, moi je vais vous le vendre, les mecs. Effectivement, donc c'est une histoire de famille bourgeoise avec ce qu'il faut de sadisme, de suicide, de membres brisés. Et puis avec Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz, c'est un bon petit casting à la Haneke. Et Trintignant. Et Jean-Louis de Trintignant. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Alors, Daniel ? Dans ce qui est pour moi un soap opéra de haine, parce que c'est vraiment ça, c'est une petite vie de famille, mais c'est tous des sociopathes suicidaires. Michael Haneke, il se fait plaisir, parce que ça, c'est vraiment un film presque expérimental pour lui. C'est un film théorique, presque, puisqu'il essaye de s'intéresser à ce qui se passe autour de lui, ce qui est très particulier quand on est Haneke, qu'on a déjà 2 palmes. Il s'intéresse à l'aspect des réseaux sociaux, c'est-à-dire les réseaux sociaux sont intégrés dans le film. On voit une espèce de pseudo Snapchat dès l'ouverture du film. On voit le chat Facebook de Mathieu Kassovitz, donc, qui est en train de draguer d'autres femmes, puisqu'il est comme tous les autres, il est méprisable. On voit des petits super cuts de YouTube. Donc Michael Haneke se fait plaisir en fait, formellement, puisqu'il y a même des caméras de surveillance, parce que pourquoi pas. Et pour rentrer plus dans le
le vécu du film, c'est la première fois que de ma vie, je sors d'un Haneke avec le sourire aux lèvres. C'est une comédie noire, et c'est une comédie noire de sociopathe. Je pense pas qu'on puisse aller plus loin dans l'humour noir, et je pense que l'humour est très très volontaire, puisque tous les personnages mis en scène de ce petit drame ont tous perdu leur âme, tous autant qu'ils sont. Isabelle Huppert, évidemment, enfin, maîtresse noire de Haneke depuis toujours, elle est rayonnante de noirceur. Trintignant est glauquissime. On peut pas aller plus loin. Kassovitz, c'est presque le seul qui rachète un petit peu parce qu'il a un petit rayonnement. On sent qu'il a un peu d'amour pour sa fille qui est au bord du suicide. Il y a des personnages qui meurent littéralement en dehors du récit, puisque c'est ça qui est aussi très intéressant de la part d'Haneke, c'est qu'il fait des jump cuts, tout d'un coup l'histoire se déplace dans le temps et il faut recoller les morceaux pour se dire ah merde, qui est mort entre ces deux scènes. Et il y a des ellipses assez violentes. C'est très très violent parce que ça repose parfois sur la mort de certains personnages plutôt importants pour ces gens-là. Alors évidemment, c'est un drame bourgeois. C'est vraiment de l'horreur sociale, évidemment, dans tout ce qu'on peut imaginer, dans toute sa métaphore, c'est-à-dire les monstres et c'est nous. C'est Get Out, mais avec des blancs. Et ouais, ils sont tous infects. Et alors, c'est vrai que moi, je suis pas Haneke, ça passe ou ça casse. Et c'est vrai que pour moi, il est un peu moraliste. C'est un moraliste de salon, quand même, souvent, dans ses films. Je pense au Ruban Blanc. Et là, j'avais très très peur. J'avais peur du Finkelkraut des réseaux sociaux. Enfin, un truc. Je pensais vraiment à quelque chose d'horrible. Et j'y ai pris plaisir. Et je pense qu'il y a le meilleur plan de toute la carrière d'Haneke se trouve à la fin. Et on va pas vous spoiler le film, même si tout Cannes bruisse de ça. Mais ce film est un peu le teaser de ce qu'on peut appeler le Haneke univers partagé avec les autres films, puisque il recoupe un de ses autres canons, une de ses autres palmes. Je sens qu'Hugo a kiffé aussi. Hugo, est-ce que toi aussi tu irais jusqu'à parler de comédie pour Happy End, parce qu'on n'a pas dit le titre Oui, donc même le titre est joyeux. Souvent, un titre joyeux ou positif est pas un gage de joie dans les films d'Haneke. Je passe notamment à Amour, qui était bon. L'amour, c'est bien, mais bon, ça a des aspects parfois un peu difficiles, un peu étouffants, si tu. Amour, qui, pour rappeler, racontait l'histoire d'un couple d'octogénaires dont la femme meurt à petit feu. Jusqu'à ce que son mari décide de l'étouffer, en fait. D'où le mot étouffant. Donc c'est effectivement, quand on voit les autres films d'Haneke, on se dit que celui-là sont moins sinistres. Et effectivement, il y a des personnages qui meurent, qui ont des petits problèmes physiques, etc. Mais c'est pas les personnages qu'on voit. C'est pas les personnages principaux du film, en fait. Et c'est peut-être pour ça qu'on a l'impression que c'est une comédie. C'est qu'en fait, finalement, tout se passe dans la tête de ces personnages et il n'y a pas de torture, de trucs dégueux comme il peut y avoir dans d'autres films de Haneke. En revanche, moi j'ai pas beaucoup ri, j'ai pas ri du tout devant ce film. C'est plus on rit plus en imaginant Haneke écrire son petit scénario avec des personnages très très méchants comme ce Jean-Louis Trintignant en papy suicidaire là, qui sort tout le temps des punchlines sinistres à ses petits enfants et tout. Et c'est littéralement c'est Isabelle Huppert transmutée en Jean-Louis Trintignant. Ouais, et d'ailleurs je trouve que Isabelle Huppert est plutôt soft dans ce film. C'est presque la gentille. Ouais, c'est un peu comme dans Amour d'ailleurs, où elle avait un rôle. C'est un peu presque son même rôle, hein, sans vouloir. Ouais, on est très très loin de la pianiste en tout cas. Et non, moi ce que j'ai aimé dans le film, c'est vraiment effectivement la contemporanéité de sa mise en scène, le côté effectivement. Parler des réseaux sociaux, mais sans en faire une critique. En fait, les réseaux sociaux, Internet, c'est juste un moyen de raconter l'histoire dans le film. Et il y a aussi des trouvailles de mise en scène en dehors de ça. Par exemple, je pense à une scène où il y a un personnage qui est en train de déambuler dans une fête et on entend les bruits des conversations des gens autour. Et c'est un truc qui est assez intéressant formellement.
Après, moi, le problème que j'ai avec ce film, c'est que pendant tout le film, je me demande où est-ce qu'il veut en venir, en fait, qu'est-ce que ça veut dire. Et en fait, à la fin du film, je suis toujours en plein questionnement. J'ai pas très bien compris de quoi il était question dans le film. J'admire la forme, mais le fond Pourtant, me laisse un peu... Moi, j'étais estomaqué par le perplexe. twist shyamalanien du film, quand même. Enfin, vraiment, où Haneke fait quand même une référence évidente à tout son travail précédent et une manière de dire que ça va continuer. On peut pas quoi. dire que c'est... Il y a le teaser du 3. On peut pas presque. dire qu'il parle de lui-même non plus. Donc, c'est dans le fond, effectivement, il y a ce côté un petit peu astuce, mais je comprends pas la thématique fondamentale du film, en fait. Pour moi, la scène clé, c'est Jean-Louis Trintignant sur un fauteuil roulant qui roule sur la piste cyclable. Et... Conçu en travelling latéral Ouais, de l'autre côté ce de qui la est rue, le avec des camions qui passent. Le plus etc. grand mouvement de caméra qu'il y a dans ce film, c'est très étonnant. Et à un moment, il alpague des jeunes, des jeunes noirs, et on se demande qu'est-ce qu'il leur dit. Est-ce que c'est pas le choc des cultures? Il y a même un mec qui s'approche pour. Oui, parce que juste pour ouais. préciser, ça se passe effectivement, comme je le disais quand même dans le premier épisode, ça se passe dans le nord de la France, a priori vers Calais. Donc ils sont proches de la jungle de Calais, et à un moment, certains personnages font référence à ça. Et effectivement, il y a plusieurs scènes un peu énigmatiques comme ça, où il se passe des trucs à l'image, et en fait, quelque chose masque l'image. Alors, soit du son, soit, je pensais à une scène où il se passe quelque chose dans un couloir, et tu vois une vitre et un chien qui aboie au premier plan. Et en fait, on a l'impression qu'il veut un peu masquer, brouiller les pistes, qui veut un peu crypter son film. On sait même oui, pas parce qui est que les je vous personnages. rappelle le synopsis: tout autour le monde et nous au milieu aveugles. Donc moi j'ai reçu ce film comme un film de Michael Haneke. Je suis totalement imperméable à tout ce qui peut ressembler à de l'émotion en venant de ces films. Donc du coup, pour moi, Amour, c'est un film que j'ai pas trop aimé finalement dans sa filmo, parce que ceux chez qui le film a marché, ça leur a procuré une émotion extraordinaire. Ils se sont vus mourir, ils ont vu leurs parents mourir, je sais pas. Pour moi, c'est ça. Tu te transportes complètement. Pour moi, il a une manière de mettre en scène et de filmer qui annule la possibilité d'une émotion. Donc, je regarde ces films, en fait, voilà, les séquences passent, et puis moi, je note. OK. et je passe à la suivante. Et du coup, c'est un cinéma extrêmement théorique. Pour moi, dans sa filmographie, le film que je trouve le plus proche, c'est Caché. Qui était un film avec Daniel Auteuil extrêmement conceptuel, et qui avait déjà des systèmes avec des plans de caméra très fixes, où on prenait un petit peu de temps à se demander qu'est-ce qu'on était en train de regarder. Et c'est un film qui, à mon sens, parle du déni et du fait que ce qu'on refuse de voir et les stratagèmes qu'on met en place pour ne pas avoir à les voir. Et un de ces stratagèmes, c'est un stratagème culturel un peu généralisé, et de plus en plus généralisé avec les smartphones, avec Internet, etc. C'est le fait de mettre un écran entre nous et la réalité. Et pour moi, le film raconte ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on filme quelque chose, ou qu'on le regarde dans un téléphone portable, on annule la réalité en le faisant passer dans la représentation. Et du coup, ça se rapporte à la fois à cette notion-là de filmer, mais aussi à ce qu'on ne veut pas voir. Et typiquement, cette famille bourgeoise qui vit à quelques pas de la misère, de la souffrance de migrants, et qui met en place tout ce qu'il faut pour ne pas avoir à le voir. Donc c'est un film que je trouve assez riche, assez intéressant. Bien foutu dans la forme, parce que ce que tu disais, Daniel, les morceaux de Snapchat, de YouTube et tout, t'as pas l'impression que c'est un vieux con qui porte un regard là-dessus, et même le texte, moyen, quoi. Enfin, tous les textes qui s'affichent à l'écran sont bien foutus, notamment l'auteur des textes pseudo-sadomaso que Mathieu Kassovitz échange avec sa compagne d'internet. C'est lui, ça. C'est du grand Haneke. Il y a une maîtrise de la langue, en tout cas, qui est absolument parfaite, et une langue vraiment très crue. C'est à base
Je rêve de t'enculer nuit et jour, de te remplir. Mais c'est très lyrique en plus. C'est Oui, à la fois, ça parle de foutre et de sodomie. À la fois, il y a un rythme, une métrique, c'est de la poésie. Une pensée pour la fille de Kassovitz qui va tomber sur ces messages. Et oui, dans le film. Oui. Tu parles dans la fiction. Oui, bien sûr, bien sûr. Et donc voilà. Donc là, on a parlé de 2 films un peu longuement, mais on va quand même pouvoir faire un petit tour. Est-ce que tu penses que ça aura la palme? Je pense pas, parce que justement c'est par rapport à ces 2 films, c'est moins ample, c'est plus théorique, on est plus sur le sur de la recherche. On est direct à l'os là du cinéma d'Haneke, et je pense que le jury qui en plus à mon avis Almodovar comme tu le disais a pas trop envie de filer une 3e palme à Haneke alors qu'il en a toujours pas eu. Je pense qu'il y a suffisamment de bonnes raisons pour pas lui donner la palme, mais en revanche un prix c'est pas du tout impossible. Mais même si tu détestes Haneke, je pense qu'il y a le plan le plus drôle de toute sa carrière dans ce film. Avec Isabelle Huppert. C'est le dernier. Ah non, la fin. C'est la toute fin. Ouais. Ah, je pense que c'est moi. Le regard d'Isabelle Huppert. Voilà. J'ai rien dit. Mais avant de nous quitter, quand même, on va faire un petit tour de ce qu'on a vu d'autre. Tu voulais nous parler, Daniel, je crois, de Noah Baumbach. Alors, moi, comme tout le monde, je crois, au podcast, je suis amoureux de Okja. Mais personne ne parle de The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach, qui est un peu son retour, c'est-à-dire, et moi ce que j'appelle son retour, c'est-à-dire un film où il fait pas jouer sa femme. Et il retourne à une vieille formule qu'on n'a plus vue depuis très longtemps, celle de la famille dysfonctionnelle et des enfants divorcés qui se retrouvent autour d'un patriarche un peu à la fin de sa vie, c'est-à-dire Dustin Hoffman extraordinaire. Ça fait plaisir de voir Dustin Hoffman à ce niveau d'acting. Et je dis Dustin Hoffman, il y a aussi Adam Sandler qui n'a pas été aussi bon depuis Punch Drunk Love, je m'engage. Funny People quand même. Bon, on va pas partir dans le débat. Ouais, mais là c'est vraiment son meilleur, quoi. Il est au top de son game. Et ouais, j'ai été pris d'affection pour ce film que d'ailleurs tout le monde trouve un peu délicieux, mais pour lequel personne ne donne la palme. En plus, c'est un film Netflix. En plus, c'est un film qui porte sur les daddy issues, et je pense que c'est pas du tout la came d'Almodovar, qui a consacré justement plutôt sa carrière aux mommy issues. Mais j'ai adoré ce film parce qu'il y a ce côté drame familial qui est un peu en décalage de ce qu'on a l'habitude de voir au truc canois, je pense plutôt à Secret and Lies quand on parle de drame familial primé. Et là, il y a vraiment une espèce de simplicité. Je pense que l'intelligence du film, ça a été de déplacer une partie de l'intrigue, non pas à New York, mais plutôt genre dans le New Jersey, dans des coins un peu paumés. Et vraiment, il y a un tel réjouissance de voir Adam Sandler et Ben Stiller ensemble, qui sont frangins. Leur frangine complètement oubliée, c'est Emma Thompson, qui est aussi délicieuse. Vraiment, il n'y a pas Emma Thompson. Si, il y a Emma Thompson. Si, Emma Thompson, elle joue la femme de Dustin Hoffman. Ouais. Je confondais avec Emma Watson. Lapsus intéressant. Ah non, et donc ouais, vraiment j'adore ce film, et comme tout le monde est ou 90% d'entre nous sommes abonnés à Netflix, ça serait con de laisser passer ce petit moment de réjouissance pour tous les gens qui sont en manque de Woody Allen à l'ancienne. The Meyerowitz Stories, qui sera sur Netflix à une date pas encore annoncée. Et Hugo, toi, tu voulais nous parler ? Moi, je voulais parler de Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos, qui avait fait déjà Canine, The Lobster, des films qui avaient toujours un pitch très très fort, et là c'est encore le cas. En fait, pour résumer, c'est un ado qui menace un homme de tuer toute sa famille, et la seule manière d'échapper à cette menace, c'est que il le force à choisir un membre de sa famille qu'il doit tuer lui-même. Et en fait, de ce pitch très simple, Lanthimos développe un film de genre très très épuré, très 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 clinique, qui rappelle beaucoup Shining, et qui est excellent. Je ne veux pas en dire plus, je veux juste conseiller ce film, tout simplement. Très bien, la mise à mort du cerf sacré. Voilà, on en a fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez ri au moins autant que nous devant les films de Michael Haneke. Et puis je vous dis simplement, avant de vous dire au revoir, que c'était Séance Radio spéciale Cannes avec Nos Ciné, une émission de Séance Radio, la web radio du cinéma, en partenariat avec Binge Audio. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir. À bientôt. Salut.
Salut à tous, c'est César Monterol. Vous en avez marre, lors d'un apéritif dînatoire, de ne pas avoir d'anecdotes croustillantes à partager autour d'une bonne saucisse cocktail? Eh bien, vous avez de la chance. Si vous vous demandiez ce qu'est un Deus Ex Machina, ou même pourquoi on mange du popcorn au cinéma, eh bien, toutes les réponses à ces questions, c'est dans le pavé dans la toile de Séance Radio, disponible en podcast sur iTunes, SoundCloud et toute autre appli dédiée. Elle est pas belle, la vie?